Louis Thor, si vous voulez bien venir, témoigner, qui n'est pas le rôle ordinaire des avocats. Donc vous êtes avocat au barreau de Paris depuis longtemps et vous fréquentez aussi les audiences de comparution immédiate. Nous vous laissons la parole. Oui, depuis une bonne quinzaine d'années. C'est vrai que quand on commence maintenant, ça fait longtemps, j'en ai presque oublié, les comparutions immédiates, quand on est jeune avocat pénaliste, c'est le Graal. On se dit que c'est là qu'on va pouvoir servir à quelque chose, on se dit que c'est du temps réel, que c'est là qu'on va pouvoir aussi faire ses preuves, son expérience, et puis patatras. Et puis plus on traverse les comparutions immédiates, plus on parcourt les juridictions de la région parisienne, mais pas seulement, de France et de Navarre, à voir ces dossiers et à tenter d'y faire quelque chose. Plus on se désespère et plus on se dit qu'en réalité, sa robe, à chaque fois, c'est comme si on en arrachait un bout. On n'est plus l'auxiliaire de justice qu'on souhaitait être au début. Alors c'est vrai que je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par d'autres témoins pour ne pas non plus me répéter, puisque je partage un certain nombre d'analyses qui ont été faites par ces derniers. Aujourd'hui, la comparution immédiate n'est plus seulement, et c'est aussi la raison pour laquelle les dossiers y sont plus lourds, une manière de juger des dossiers simples et reconnus. C'est une manière pour le parquet, c'est une variable d'ajustement des contentieux, c'est une question de chiffres. C'est pas le problème de est-ce que les faits sont reconnus, est-ce que les faits sont pas reconnus, est-ce que le dossier est complexe. Vous pouvez avoir sur le bureau du tribunal des dossiers d'un tome, 2 tomes, avec des enquêtes préliminaires qui ont duré, par exemple, en matière de stupéfiants, 8 mois, 1 an. 40 consommateurs de stupéfiants, des expertises, des auditions dans tous les sens. Et on vous amène ça en comparution immédiate, comme si les choses étaient un vol dans le métro. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'en réalité, ce moment-là, il y avait trop de monde à l'instruction. On ne pouvait pas ouvrir une information judiciaire, ou bien tout simplement il n'y avait pas d'autres voies possibles pour le parquet ce jour-là. Et on se retrouve, j'ai pris un exemple, il y en a tant d'autres, face à une réalité qui est que finalement un certain nombre de dossiers se trouvent aujourd'hui en comparution immédiate et qui n'ont absolument rien à y faire. Et j'entends parfaitement la nécessité ou la volonté de faire qu'un certain nombre de dossiers puissent être jugés rapidement, mais finalement on ne les juge pas, puisqu'on ne comprend rien. On empêche les prévenus de s'exprimer, on empêche les innocents de s'expliquer, on empêche les avocats de défendre, les procureurs de requérir avec des charges solides. Tout cela est totalement bâclé. Ce qui compte, c'est le temps, le nombre de dossiers, le nombre de prévenus, et c'est terminé. Le matin, lorsque vous souhaitez vous entretenir avec votre client, vous avez quelqu'un qui sort de garde à vue. Le premier contact avec la comparution immédiate, c'est l'odeur. Ça pue. Il sort de 12 heures, 24, 48, 72, 96 heures de garde à vue. Il n'a été face qu'à une seule chose, l'accusation, l'accusation, l'accusation. Il n'a pas accès au dossier, il a juste vu le procureur, c'est le seul magistrat qu'il a vu depuis qu'il est sorti de garde à vue, et vous arrivez devant lui. Il est prostré. C'est un homme qu'il faut aller chercher tout au fond de lui. Quand c'est quelqu'un d'innocent, plus personne ne le croit, il est désespéré, vous êtes un parmi d'autres, il va même plus essayer de vous donner les arguments pour pouvoir le défendre. Et quand il est coupable, comment faire pour le faire avancer ? C'est pas ça qu'on cherche quand on juge les gens et qui sont coupables ? Les faire avancer, les faire rentrer dans l'humanité, les faire participer à la farandole du contrat social ? Je crois qu'on a tout perdu quand on juge ces gens en comparution immédiate. Alors, j'ai pris ces exemples-là, mais les audiences, c'est pire. J'entendais tout à l'heure rappeler l'audience de Marseille, je n'y étais pas, j'en ai vu tellement. Et c'est pas les hommes ou les femmes qui président, qui sont en question dans mon propos. C'est la procédure qui les use. Et on manifeste, on est entre nous, allons, on est entre nous. Non, c'est vrai, la presse n'est pas là, la plupart du temps il n'y a pas de public, à part peut-être des stagiaires, alors on est entre nous, on se lâche. Alors on ne connaît pas les noms des prévenus, c'est pas grave. Alors on fait des blagues, même sur leurs origines. C'est une justice, finalement, où si moi, j'ai un conseil à donner à mon client, c'est évitez-la. Parce que moi, j'ai pas le choix. Le parquet prend la décision de déférer en comparution immédiate, jamais on me demande mon avis. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, on l'évoquait tout à l'heure, il y a ce choix cornélien, demandez le renvoi. Ah bah, vous défendez quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui a des garanties de représentation, comme on dit, quelqu'un qui a un papa, une maman, un travail, une situation. Si il se retrouve en comparution immédiate, ce qui est déjà rare, puisqu'en général, c'est peut-être d'autres voies qui peuvent être prévues pour eux, ça arrive quand même. Bah eux vont sortir. Mais quand vous avez des gens qui sont des accidentés de la vie, je crois que c'est pour eux que la justice doit aussi servir. Je crois qu'ils ne sont pas là juste pour remplir des cachots, desquels ils sortent encore plus démunis et encore plus dangereux qu'ils y sont rentrés. Ah bah eux, il n'y a pas le choix. On ne peut pas demander le renvoi.
Le renvoi en comparution immédiate, eh bien en réalité, on voit des magistrats, mais finalement c'est un tunnel entre la garde à vue et Fleury-Mérogis. C'est rien d'autre. Vous ne voyez que des gendarmes, des gens qui vous parlent mal, qui vous laissent pas la possibilité de vous exprimer, un avocat qui comprend rien, 2 fois sur 3 qui s'en rapporte, qui est obligé de parler aussi vite que j'essaye de le faire actuellement. Et voilà. Comment voulez-vous qu'on avance? Je suis auxiliaire de justice. Je sors de comparution immédiate, j'ai été auxiliaire d'injustice. Mon client est sorti, j'ai servi à rien. Mon client y a été, j'ai servi à rien. Voilà le sentiment que j'ai, et je ne vous parle pas, vous sentez peut-être le trémolo dans la voix, je ne vous parle pas des mères que je rencontre, dont les enfants sont cassés, brisés. Parce qu'à Fleury-Mérogis, c'est pas simplement que on n'a pas toutes les chaînes qu'on veut, qu'on n'est pas très bien, qu'on est 3-4 par cellule. Non, Fleury-Mérogis, c'est la violence. Fleury-Mérogis, c'est exactement ce qu'on cherche à éradiquer de nos rues. La violence, l'absence de respect de l'autre. Fleury-Mérogis, c'est ça. Parce qu'on n'a pas assez de surveillants, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Je sais que c'est une justice pauvre, je ne lui jette pas la pierre. Mais une justice pauvre pour des pauvres, c'est pas de la justice, c'est de l'injustice. Et on m'a transformé à chaque sortie de ces comparutions immédiates. On m'a transformé en auxiliaire d'injustice. Je n'ai rien contre les hommes qui la font, je n'ai rien contre tous ceux qui se donnent du mal, les greffiers, les procureurs, les juges, parfois même peut-être les avocats, aussi imparfaits qu'ils soient. Mais contre cette procédure, j'ai beaucoup. Et ce soir, je suis un témoin à charge. Une question. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de servir à quelque chose? Pardon pour la cruauté de la question, mais on ne peut pas faire autrement que de se la poser en vous écoutant. Est-ce que l'avocat a sa place dans une procédure de comparution immédiate? Déjà, avocat, c'est d'être modeste, c'est de se demander toujours si on a servi à quelque chose. Mais en comparution immédiate, a fortiori, parce qu'on voit bien que les magistrats qui président le tribunal, parfois parce qu'ils doivent lire les autres dossiers, parfois parce que ils sont en train de continuer à lire le dossier qu'ils n'ont pas eu le temps de lire avant, parce que la procédure les a tellement bousculés. Mon client fait une nouvelle déclaration, quelque chose qu'il n'avait pas dit avant en garde à vue, alors il faut vérifier si ça colle dans le dossier. Pourquoi perdre son temps à m'écouter? Il va regarder dans le dossier, alors il ne m'écoute pas, alors il ne m'entend pas. Je ne sais pas si je sers à quelque chose, si ce n'est simplement à donner l'impression à quelqu'un, peut-être à tort, peut-être qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'est pas complètement tout seul, que même si finalement je n'ai fait que l'accompagner jusqu'à l'échafaud, au moins il y avait quelqu'un. Ce n'est qu'un petit reste d'humanité, peut-être ça n'aura servi à rien et Fleury l'aura définitivement balayé, mais je crois que si je sers à quelque chose, c'est modestement à cela. Merci. Maître? Oui. À vos yeux, donc, la comparution immédiate ne présente aucun intérêt, voire même est contre l'idée de la justice que vous faites. Est-ce que le système répressif, de manière générale, en dehors de la comparution immédiate, c'est-à-dire les citations directes, les cours d'assises, les tribunaux correctionnels qui jugent autrement, ou bien même les instructions, devant les juges d'instruction, est-ce qu'à vos yeux, sont exemptes de critiques? Ou bien est-ce que c'est vraiment la comparution immédiate sur laquelle vous focalisez pour critiquer le système répressif français? Ou bien est-ce que vous avez aussi des critiques à émettre sur l'ensemble du système répressif? Que ce soit l'enquête préliminaire, je parle au niveau des droits de la défense, bien entendu. Est-ce que vous avez le sentiment que devant un juge d'instruction, devant une cour d'assises, devant un tribunal correctionnel saisi sur citation directe, vous pouvez davantage exercer le droit de la défense qu'en comparution immédiate? Tout à fait, je crois que ce n'est pas comparable. Je crois qu'il y a toujours dans les procédures, et notamment pour les avocats qui défendent des intérêts particuliers, des choses à redire, des volontés d'aller un peu plus loin. Mais par exemple, lorsque j'évoquais tout à l'heure de pouvoir discuter avec mon client pour l'aider à reconnaître les faits, l'aider à assumer, l'aider à recréer un lien avec la justice, oui, le temps du juge d'instruction, oui, l'instruction me sert à quelque... Bien sûr que je ne la critique pas. Bien sûr, vous savez, je suis avocat pénaliste depuis 15 ans. Si je ne respectais pas la justice pénale, si j'y trouvais pas du bon, je crois que j'aurais rendu ma robe bien avant et que j'aurais fait totalement autre chose. La comparution immédiate, pour moi, a un statut totalement particulier dans le droit pénal et qui empêche à chacun des intervenants, et pas seulement aux prévenus que je défends, mais à chacun d'entre nous de pouvoir... atteindre l'objectif auquel il aspire. Donc c'est vraiment particulier la procédure de comparution immédiate par rapport aux critiques que j'ai pu émettre tout à l'heure. Le procureur? Oui, une petite question pour qu'on comprenne encore mieux. En moyenne, vous avez combien de temps pour vous entretenir avec votre client avant l'audience? Je dirais en moyenne, tout compris, je pense qu'on a à peu près un quart d'heure. Parfois, on peut peut-être avoir un peu plus, notamment lorsqu'il y a un interprète. Parce que le temps est double.
Mais vous savez, au bout de 10 minutes, il y a déjà le confrère qui toque à la porte, parce qu'il a également des dossiers qu'il doit voir avec ses... Il y a très peu de box. On a pris Créteil, on a évoqué Créteil tout à l'heure. Paris, c'est pareil. Bobigny, c'est pareil. Il y a très peu de box. C'est la bousculade. On nous donne les dossiers à partir de 11h, 11h30, parce qu'en réalité, avant, au parquet, ils sont pas prêts. Et on a 1h30. On est 10 avocats, 15 avocats, chacun avec un client, 2 clients, 3 clients, 4 clients, des dossiers qui sont conséquents, on l'a dit. Il y en a pour un quart d'heure, alors parfois avec un interprète ça met un peu plus, mais le client lui il s'est toujours pas exprimé, il a toujours rien compris, il est comme ça, il comprend pas. Et puis la question du renvoi par renvoi, sortez, pas sortez. Quand on est en sortie de garde à vue, il y a qu'une question qui compte, c'est la liberté, donc c'est vrai que sur un quart d'heure ça va prendre 10 minutes. Et le fond du problème, ce qui intéresse les juges et ce pourquoi on est tous réunis et ce pourquoi on veut le placer en détention, qui est quand même quelque chose qui nous intéresse tous, et lui à premier chef, pour lui ça passe en second. Il voudrait pouvoir se laver, il voudrait pouvoir sentir moins mauvais, il voudrait pouvoir regarder son dossier, avoir le temps. Et ça, 15 minutes. Merci. Merci infiniment, maître. Alors, monsieur Mohamed Diallo, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Vous avez donc été l'objet d'une comparution immédiate en qualité de prévenu. Exactement. Oui, c'est-à-dire que vous avez été présenté devant le tribunal à la sortie immédiate de votre garde à vue. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cela s'est passé ? Déjà, on arrive en garde à vue. Au début, les policiers nous disent qu'on sort le lendemain. Du coup, ils nous demandent si on veut prévenir quelqu'un. On leur dit que non, du coup, puisqu'on sait qu'on va sortir le lendemain. Et le lendemain, l'OPJ vient toquer à la porte en nous disant « Oui, je vais t'auditionner, tu vas sortir à 10h ». Donc on fait l'audition comme elle doit se passer. Et on voit, on retourne dans la cellule. Et là, plus rien, un grand vide. Et vu qu'il n'y a pas de fenêtre, du coup, on ne peut pas savoir l'heure qu'il est à peu près. Quand on demande vers 18h, il y a un OPJ qui vient et qui nous fait signer une feuille, la sortie de garde à vue. Du coup, on est un peu content au début. Et ils nous disent non, finalement, c'est parce que tu es placé en dépôt. Tu vas aller au dépôt. Du coup, là, on attend encore dans la cellule jusqu'à 23h. Et à 23h, ils viennent nous chercher pour nous amener au dépôt, effectivement. Où on dit, désolé, tu ne pourras pas passer ce soir, tu vas passer demain. Du coup, la cellule, elle est encore pire qu'en garde à vue. Il y a des odeurs partout. Il y a les toilettes qui sont dans la même pièce. Toujours pas de fenêtre pour pouvoir se repérer. Des gens qui cognent. Des gendarmes qui viennent cogner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit juste pour vérifier si on est bien là. Au cas où on aurait tenté de s'échapper, mais bon, on voit pas comment. Et le lendemain, on vient nous chercher déjà à 6h, on nous sort pour nettoyer la cellule. Ensuite, à 8h, on nous réveille une deuxième fois pour nous demander si on veut manger. Ensuite, à 10h, on vient nous demander on vient nous voir pour nous dire qu'il y a l'avocat qui va bientôt nous prendre. Sur les coups de 10h30, 11h, on voit l'avocat, effectivement. Ensuite, on voit le substitut du procureur et après, on nous renvoie en cellule en attendant le procès qui se déroulera dans l'après-midi. Donc après, une fois que le procès arrive, on vient nous chercher dans la cellule, on nous met les menottes, on nous amène dans le box des accusés et on attend notre tour. Et à l'audience, ça se passe comment ? Vous attendez d'abord longtemps avant que ce soit votre tour ? L'audience, oui. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Nous, on n'a pas d'ordre de passage. Du coup, on ne sait pas à quelle heure ça passe. En général, ça commence vers 14h et ça peut finir très tard. Et même si notre tour il est passé, le problème, c'est qu'il faut attendre le délibéré. Donc on peut sortir à 22h, même si on a été jugé à 14h, quoi. Et on vous a fait poser des questions. L'audience s'est passée comment ? Vous avez été jugé immédiatement ? Vous avez demandé un délai ? Mon avocat avait demandé un délai au début, voulait demander un délai. Et le procureur a demandé un délai aussi parce qu'il manquait une des parties civiles qui, en soi, n'avait rien à voir avec l'affaire. Et du coup, le procès a été reporté, mais d'abord, on ne sait pas tout de suite. On nous dit, si c'est reporté, vous allez peut-être aller en prison en attendant, mandat de dépôt. Donc c'est vrai que quand on a fini notre tour, on est encore un peu stressé de savoir si on va aller au dépôt. Vous redescendez en cellule. D'abord, ils nous mettent au box et après, une fois que tout le monde est passé, on nous redescend en cellule dans des espèces de petites cages. On est une personne par cellule, des fois 2, 3. Et on attend justement le délibéré qui peut prendre plusieurs heures. Et ensuite, on n'a toujours pas de notion de temps, quoi. Vous remontez, on vous annonce tout le monde remonte, on attend chacun son tour dans l'ordre de passage, on attend la décision et après, une fois que la décision est donnée, on attend encore que tout le monde ait eu assez sa décision et après là, on sait si on sort ou pas. Décision Le renvoi avec autorisation de partir
Mais contrôle judiciaire, interdiction d'aller dans le 93 en attendant le procès qui avait lieu 6 mois plus tard. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé 6 mois plus tard? 6 mois plus tard, il voulait demander, enfin le procureur voulait demander 150 heures de travaux d'intérêt général que j'ai refusé. Du coup, ils m'ont condamné à une amende de 200 € avec 90 € de frais de justice. Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant les 6 mois? Non, Entre- pendant les 6 mois, non. J'ai respecté le contrôle judiciaire. Et après, tout s'est bien passé. D'accord. L'avocat a fait son travail comme il fallait, mais c'est vrai que justement le temps qu'on a avec l'avocat est très court, est très très court. On a quoi? On doit avoir 10-15 minutes. Vous aviez été entendu combien de fois en garde à vue? Garde à vue, je t'ai entendu une dizaine de fois. D'accord. Une dizaine de fois, on fait des allers-retours entre la cellule, le bureau de l'OPJ, une fois qu'on est au dépôt, entre la cellule et soit le procureur, soit l'avocat, soit le Et sur les faits qui vous président. étaient reprochés? Sur les faits, au total, une dizaine de fois. D'accord. Et ensuite, combien de temps ça a duré à l'audience? L'audience, elle a duré... On a commencé à Vous 14 ne parlez heures. vraiment que de vous? Oui, moi, ça a pris presque une demi-heure quand même. D'accord. Presque une demi-heure parce que les assesseurs voulaient le juger le jour même. Et seule la présidente ne voulait pas parce qu'il manquait une partie civile. Et le procureur, lui, voulait requérir du ferme en attendant le Le procureur procès. voulait que vous alliez en détention? Voilà, en pendant- attendant le procès, du coup, vu que nous, on ne sait pas ce qu'ils ont décidé, en attendant, on se dit, bon, Et c'est votre fini. avocat, il avait des éléments, des pièces à Oui, donner? il a réussi à trouver Il les a eu comment? par mes parents. Enfin, Vos alors parents qu'il sont y a venus eu, à l'audience? non, elle a dû lui envoyer par mail au plus vite. Donc, certificat de scolarité, ma photocopie de pièce de la carte étudiante, il avait déjà, vu qu'elle était dans les pièces que j'avais sur moi, D'accord. qui a permis que j'ai des garanties de représentation. D'accord. Et c'est qu'est-ce que vrai que- vous avez pensé de la façon dont ça s'est passé? Ça va, on est brusqué. On est vraiment brusqué. Donc, déjà, on ne sait pas comment ça va se passer. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de notion du temps. Du coup, on ne sait pas du tout à quel moment il y a... Des fois, on peut se réveiller, on va être en plein milieu de la nuit, on va croire qu'il est 14 heures. On va venir, on va nous remettre dans la cellule, le temps va passer, on va dire, mais ça se trouve, on m'a oublié dans la cellule. Alors qu'en fait, on va rester 1 heure dans la cellule, on va avoir l'impression que c'est déjà 4 heures qui sont passées. Et ouais, non, c'est violent, quoi. D'accord. Juste une question, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir pu vous expliquer lors de l'audience? Est-ce que On la m'a pas laissé présidente et les m'expliquer. assesseurs vous ont posé des questions, vous ont permis d'expliquer les choses? Non, ils ont juste relu le dossier. Ils ont discuté entre eux, même quand l'avocat essayait de parler, personne n'écoutait. C'est vrai que c'est compliqué pour un avocat parce que personne l'écoute. Il y avait le procureur qui était sur son téléphone en train de regarder, tu sais quoi, la présidente avec ses assesseurs qui parlaient, et l'avocat qui faisait son discours seul pour essayer de me défendre, mais ça l'a mené presque à rien, quoi. Des questions? On comprend parfaitement la violence légale qui s'exerce sur un prévenu qui est placé en garde à vue, qui est placé au petit dépôt, avec le stress, tout cela, on comprend parfaitement. Mais au final, le jugement dont vous avez fait l'objet, Monsieur Diallo, est-ce que vous estimez que vous avez été jugé équitablement pour les faits que vous avez commis, ou est-ce que vous avez été jugé trop sévèrement? Quel est votre sentiment sur la décision finale? Pour moi, j'ai été jugé trop sévèrement parce que déjà, je faisais partie d'un groupe de 6 individus. J'ai été le seul à avoir été arrêté. Donc, j'ai un peu eu le sentiment d'avoir pris pour les autres, qu'ils n'ont pas arrêté. Surtout que les faits qui m'étaient reprochés, c'était outrage et rébellion, plus dégradation de biens publics. Alors que pour le jour du procès, on a réussi à démontrer le contraire. Et la présidente a quand même requis une peine. Comme si c'était pour les autres qui n'avaient pas été arrêtés, quoi. Madame le procureur. Juste la deuxième audience, au bout de 6 mois, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait plus de temps, ou vous avez eu la même impression qu'à la première audience où on n'avait parlé que de votre contrôle judiciaire ou détention? Il y a la même impression parce que on sait toujours pas. Enfin, on sait un peu qu'on risque pas la prison ferme parce qu'on a été libéré le temps du procès. Mais il y a toujours cette appréhension du jugement, peut-être de l'erreur judiciaire qui peut subvenir, ou même de la peine encourue. D'accord. Merci.